Mesdames, Messieurs, chers jurys, bonjour. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est totalement inédit. Écoutez plutôt. Je peux prendre conscience de ce que je suis seulement quand j'accepte que je ne suis pas seulement ce que je crois être et que je suis toujours libre d'être autre chose. Il est véritable que l'homme, comme le disait Sartre, est condamné à être libre. Cette entrée en matière, quelque peu rocambolesque, est en fait choisie avec minutie, n'en doutez pas. En effet, et pour ne pas trop m'égarer, je résumerai cette phrase comme ceci. Je ne suis pas ce que j'ai conscience d'être, et je peux être ce que je veux, et pas seulement mes pensées, grâce à ma volonté, mon expérience, ma connaissance et mon choix, qui sont les composantes de ma liberté. Cette première analyse me permet donc de vous affirmer une première fois, cher jury, et tant mieux pour moi, car c'est l'objet de ma thèse, qu'il ne suffit pas d'avoir le choix pour être libre. Aujourd'hui, et pour commencer ce discours, j'aimerais vous parler d'un grand homme. Sans nul doute, l'une des plus grandes figures de la liberté politique que l'humanité ait jamais connue. Cet homme naît en 1918, dans la région de Transkei, en Afrique du Sud. À sa naissance, il est nommé Rolihlahla par son père, en langue locale qui signifie « celui par qui les problèmes arrivent ». Cet homme noir défendra toute sa vie son rêve, un rêve qui est celui d'une société libre et démocratique, un rêve pour lequel il est prêt à se sacrifier, un rêve pour lequel il est prêt à mourir. Cet homme noir n'a cessé de défendre toute sa vie sa qualité d'homme et a combattu toute sa vie contre les discriminations sociales. Cet homme noir, passé de prisonnier politique à homme politique, deviendra le premier président noir d'Afrique du Sud lors des premières élections démocratiques interraciales du pays. Cet homme qui a toujours lutté pacifiquement à travers la désobéissance civile a pourtant été arrêté en 1956. Il passera 27 ans, 27 longues années de sa vie derrière des barreaux dans un sinistre pénitencier. Cet homme, cher jury, c'est Nelson Mandela. Pendant des années d'emprisonnement ferme, Mandela n'a à aucun moment perdu sa volonté et était bien conscient de ses choix. Le plus célèbre prisonnier du monde a étudié en droit pendant son séjour carcéral par correspondance, apprenant, emmagasinant de la connaissance, se cultivant par tous les moyens qui lui étaient permis. La question que je me pose aujourd'hui avec vous, c'est est-ce que cet homme, privé, si l'on s'en tient à toute logique, de liberté, a-t-il pu conserver malgré tout une capacité de libre arbitre ? Car après tout, il a été enfermé 27 ans de sa vie, 27 ans, à ne pas avoir la possibilité de se mouvoir, de s'exprimer, d'agir pour ses idées. 27 ans sous la répression de son propre pays, 27 ans de censure. Mais pour autant, n'était-il pas libre ? Car c'est vrai, cette incarcération, aussi privative qu'elle soit, émane d'un choix, de son choix. Elle est la conséquence de sa désobéissance civile et de son non-respect aux lois en vigueur dans son État. Ce choix devrait-il donc lui suffire pour être libre, même en étant captif ? Il est maintenant temps pour moi de vous démontrer pourquoi ce n'est pas le cas. Beaucoup de paramètres rentrent en compte pour être véritablement libre. Le libre arbitre, bien sûr, est indispensable pour être libre. Il est la faculté qu'a l'être humain à se déterminer librement, agir et penser par lui seul. Mais malgré tout, on voit très vite arriver des limites pour ce libre arbitre. Selon Descartes, par exemple, le libre arbitre est le plus bas degré de liberté. En effet, il nous dit que ce libre arbitre, c'est-à-dire un choix, s'il n'est pas éclairé par la raison, n'est pas véritablement libre. La connaissance serait donc une composante essentielle de la liberté, et même plus que cela, elle serait indispensable. La preuve avec un autre philosophe, avec un nom que je trouve très comique, Bacon. Ici, Bacon tranche, ni plus ni moins, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Et comment s'acquiert cette connaissance ? Un autre philosophe a aussi la réponse à cette question. C'est John Locke, qui explique que l'empirisme, la connaissance, vient avec l'expérience. Ainsi, le libre arbitre ne se suffit pas à lui-même, il a besoin d'être éclairé par la raison, qui elle-même ne peut être atteinte si l'on n'a pas de connaissance, connaissance qui s'acquiert par l'expérience. On peut donc dire que la connaissance est nécessaire à la liberté et que la liberté est donc proportionnelle au savoir. Tout le monde suit ? Bien. Continuons. Le deuxième paramètre
de la liberté me vient tout droit de la philosophie stoïcienne. Selon Épictète, la liberté est accessible à tous, par un moyen simple. Il suffit de vouloir les choses qui parviennent à nous, non pas comme nous les désirons, mais bien comme elles arrivent, les accueillir et les accepter. Tout d'abord, cela nous rend heureux, mais aussi libres, libérés, délivrés de tous les troubles qui accablent l'homme. On doit choisir d'accepter ces événements, bons ou mauvais, et les considérer comme des envois du destin. Et ce choix nous rend libres. Ici, encore une fois, on se constitue, grâce à l'usage raisonné de la volonté, une forteresse mentale qui nous protège de toutes les vicissitudes du monde. Cette liberté, obtenue grâce à la volonté, nous permet donc de rester libres en toutes circonstances. Cela veut-il donc dire que Nelson Mandela aurait pu rester libre dans sa tête, 27 ans, que Diego, derrière les barreaux, lui aussi, pour quelques mots qu'il pensait si fort, s'endormait serein et libre derrière sa fenêtre? Eh bien, au risque de vous décevoir, ce choix ne suffit pas. Mon contradicteur vous dira que la réponse à la question « Suffit-il d'avoir le choix pour être libre ?» est dans la question. La liberté, en effet, comme nous le dit la doxa, est la possibilité de choisir qui s'expérimente de façon spontanée, dans une situation où tout dépend de nos désirs. La liberté est par conséquent le contraire de la contrainte. Et il aura raison, c'est une bonne définition de la liberté. Surtout que c'est cette même définition qui aurait résonné dans la tête de Eichmann, un criminel nazi au moment de commettre ses nombreux crimes infâmes durant le règne du Troisième Reich. Et oui, on appelle cela de la mauvaise foi en philosophie. Cet homme peu brave a déclaré pendant son procès avoir été sous la contrainte de ses supérieurs, ce qui l'empêchait de ne pas commettre l'irréparable. Sauf que je répondrai à mon contradicteur que si il était allé chercher un peu plus loin, il aurait évidemment su que notre cher R. Eichmann avait toujours la possibilité de se démettre de ses fonctions. Et en tant qu'homme libre, il n'était donc pas contraint d'obéir à des ordres immoraux. Pour appuyer encore plus ce raisonnement, je citerai Sartre, qui rappelle que toute idée de nécessité fatale est fortuite, et que nous sommes en tout temps responsables de nos actes. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, j'espère que cette petite morale vous poussera à limiter votre consommation d'alcool pendant vos soirées étudiantes. N'oubliez pas, vous êtes condamné à être libre, et par conséquent nécessairement responsable de vos actes et de vos choix. Non, être sous ne vous sauvera pas de votre culpabilité. Si vous avez cassé l'urne funéraire contenant les cendres de la grand-mère de votre meilleur ami à 2h du matin, en tentant de réaliser un pas de danse plus que douteux. Qu'en conclure de tout cela au final ? Le choix est un moment de liberté. Il correspond à la réflexion intérieure produite par nos désirs, nos connaissances et notre volonté. La seule liberté qui se suffit à elle-même, c'est la liberté de l'action, quand bien même elle présente un risque. Cette forteresse intérieure que nous décrivent les stoïciens n'est pas suffisante pour exercer notre liberté. Tout comme la possibilité d'exercer son libre arbitre en toutes circonstances. Dans sa totalité, la liberté doit forcément être reliée à ce rapport à l'action, qui est, en plus de nous permettre de montrer aux yeux de tous notre liberté, nous permet de réaliser concrètement nos désirs.